2022 a été synonyme de nouvelle ère pour la Formule 1, nouvelle conception aérodynamique et Dieu sait qu'on était impatient de voir ce que les équipes nous réservaient comme voiture et on n'a pas été déçus, bien au contraire. Tout se jouait visuellement pour les spectateurs sur les différents pontons des voitures avec des formes diverses et variées allant des baignoires de la Ferrari à la grosse coupe sous le ponton de l'Aston Martin ou de l'Alfa Romeo jusqu'à un ponton très abrupt chez Williams. On a eu notre quantité de différences alors qu'on avait peur qu'elles se ressemblent absolument toutes à cause du règlement technique. Et il y en a une qui, entre les essais de Barcelone et les essais de Bahreïn, a radicalement changé, c'est la Mercedes. Les pontons ont tout simplement disparu. Ils sont quand même un petit peu là parce qu'ils doivent pouvoir refroidir la voiture, mais ils sont pas vraiment là, genre ils sont un petit peu anonymes. C'est un peu comme quand on utilise CyberGhost VPN pour se balader sur le net de manière totalement anonyme en masquant notre adresse IP, on chiffre nos données et on passe par un tunnel VPN sécurisé, un peu comme passer des essais de Barcelone à Bahreïn, boum, tunnel sécurisé, plus de pontons. Ils sont anonymes. De là à dire que les pontons ont débloqué 35 plateformes de streaming comme Hulu, Comedy Central ou encore HBO Max pour se mater des films et des séries qu'on n'a pas en France, non, j'irai pas jusque là. Par contre, vous en avez la possibilité. C'est hyper simple puisqu'il suffit de se géolocaliser où vous voulez dans 91 pays différents pour y avoir accès. Du coup, tip top pour regarder la F1 en étant en Belgique, en Suisse ou ailleurs, tout en restant à la maison tranquillement dans son canapé par exemple. Et en plus, vous pouvez regarder plein d'autres compétitions de sport auto diffusées sur les chaînes de télé locales. Le tout sur cet appareil différent en simultané sur toutes les interfaces comme Windows, Mac, iOS, Android, Linux, toutes, hein, voilà. Bref, avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Vous avez une réduction de 83% dans la description avec 4 mois offerts, soit CyberGhost VPN pour seulement 2,03 € par mois. Alors n'attendez plus et encore une fois, un très grand merci à CyberGhost VPN. Bon, donc les pontons de la Mercedes ont disparu, mais on pourrait bien les voir réapparaître ce week-end à Imola. Du coup, c'est le moment de faire le point sur ces Zeropods avant leur disparition. Alors je tiens à préciser qu'on va parler d'aérodynamisme, que tout le monde qui en parle, sauf les ingénieurs qui travaillent dessus avec des logiciels de CFD, etc., ne font que des approximations sur à peu près comment ça fonctionne. L'objectif, c'est de comprendre globalement sans trop rentrer exactement dans les détails. On va pas faire des calculs de mécanique des fluides. Donc voilà, c'est sur le principe de comment ça fonctionne. C'est pas... On va pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin. Maths, non. Bon, pour petit rappel, pour ceux qui débarquent, c'est quoi les Zeropods? En fait, ce sont des pontons hyper rétrécis, hyper fins sur la Mercedes et complètement à l'opposé des pontons plus traditionnels. Le plancher de la voiture représente un peu plus de 50% de l'appui généré, ce qui est absolument énorme. Et donc, faut maximiser ce qu'il se passe dessous, mais aussi ce qui se passe dessus, pour amener les flux d'air vers le diffuseur arrière. En fait, plus vous rendez efficace votre diffuseur arrière, plus vous rendez efficace le dessous de votre voiture. Il y a aussi un autre appendice qui a fait son retour, et qui est dans ce système aérodynamique complexe à l'arrière de la voiture, qui s'appelle donc la Beamwing, petit aileron sous l'aileron, quoi. Les bargeboards hyper complexes de 2021 et des saisons d'avant permettaient de conditionner parfaitement les flux d'air et de les trier pour les envoyer vers l'arrière pour créer de l'appui aérodynamique. Mais ils servaient aussi à faire sortir les turbulences de la roue avant en mouvement et éviter qu'elles ne s'attachent au ponton. Comme on n'a plus qu'une grosse lame en tant que bargeboard entre guillemets, Mercedes a voulu réduire son ponton pour éviter que les turbulences ne s'y attachent et viennent perturber les bons flux d'air sur l'arrière de la voiture et la Beamwing notamment. Et accessoirement, avoir des pontons plus petits, ça te fait moins de prise au vent, donc moins de traînée. Pas de ponton, pas d'accroche de turbulence, pas de turbulence, pas de traînée, pas de traînée, pas de traînée. Ou presque. Ferrari, l'année dernière, et encore cette année, a fait l'opposé de Mercedes pour le coup. S'il y avait bien une voiture dont les pontons étaient massifs, c'est ceux de la voiture rouge. Contrairement à Mercedes, Ferrari traite le problème des turbulences de la roue avant en mouvement avec son ponton. Vous vous souvenez peut-être de la coupe sous le ponton de la Ferrari SF75, donc celle de 2022, qui était particulièrement abrupte, et on avait du mal à comprendre tellement ça avait l'air d'être un mur qui était un peu contre-intuitif pour laisser passer de l'air. Des étudiants, il me semble, souvent cités par Sam Collins de la F1 TV, ont recréé un modèle de ponton similaire pour le faire passer en CFD, et ce que l'on peut observer, c'est que cette coupe et le ponton en général créent une sorte de poche jusqu'à la roue arrière, et donc les turbulences de la roue avant qui est en mouvement sortent jusque sur le côté de la roue arrière.
donc on s'en occupe plus. Donc oui, pas de coupe abrupte, pas d'outwash, les turbulences reviennent, les turbulences reviennent, les turbulences reviennent. Bref, cet article, assez bien réputé pour le coup, indique qu'on trouve une réduction de la traînée de 11% à peu près, et une augmentation de l'appui aéro de 1 à 2% avec le design de Ferrari. Alors, ça reste une approximation, bien évidemment. Oui, ça paraît un peu contre-intuitif. Comment ça se fait que la Ferrari, qui a plus de prise au vent avec ses pontons, a moins de traînée qu'une Mercedes sans ponton? Alors déjà, on n'a pas que la traînée de forme qui existe, on a d'autres types de traînées aérodynamiques, mais surtout dans le cas d'une F1 par exemple, c'est pas juste la forme des pontons qui procure une réduction de la traînée, c'est surtout comment ils fonctionnent aérodynamiquement avec le reste de la voiture, et en particulier avec le plancher et le diffuseur. Et cela va dépendre aussi de comment est traité l'air en amont, c'est-à-dire par l'aile avant, les suspensions avant, etc. Ça ne veut pas dire que parce que la Mercedes n'a pas de ponton, que c'est à cause de ne pas avoir de ponton qu'ils ont plus de traînée, tu vois. C'est l'ensemble. Alors je vous ai parlé des pontons de la Ferrari sans vraiment vous parler des fameuses baignoires qu'on observe depuis l'année dernière, que je trouve particulièrement jolies pour le coup. Ces baignoires ne sont pas l'objet de la vidéo, mais leurs formes sont faites encore une fois pour interagir et fonctionner au mieux avec l'arrière de la voiture, l'aile, la beam wing et le diffuseur notamment. En revanche, vu le manque de performance de la Ferrari en ce début de saison 2023, on peut se poser aussi la question, comme pour Mercedes, est-ce que le concept aéro ne commence pas à montrer ses limites? Alors j'en sais absolument rien, on verra bien. Mais du coup, pour le moment, Red Bull et leur philosophie est jusqu'à présent la meilleure. C'est pas un mix des deux mondes, mais c'est autre chose. Avoir moins de pontons ne veut pas forcément dire que vous irez plus vite. Tout dépend de comment ils interagissent avec le reste de la voiture. Et donc non, les Aeropods ne sont pas l'unique problème de la Mercedes, qui a aussi bossé sur un plancher de voiture pour justement tenter de maximiser l'appui et réduire la traînée. La WE14 de 2023, évolution de la WE13 de 2022, a toujours des problèmes. Alors, la W14, selon James Allison, qui a repris le rôle de directeur technique, génère assez d'appui, mais pourrait faire mieux. Elle est aussi plutôt gentille sur ses pneus et leur dégradation, mais ça pourrait être mieux. Globalement, en fait, la voiture est pas P1, donc ça pourrait être toujours mieux. Mais sa maniabilité n'est pas si bonne que ça. La voiture est ce que l'on appelle en anglais front limited. Front limited, c'est dire que la voiture se comporte bien sur des circuits plutôt composés de virages assez rapides, pas spécialement serrés, où finalement, un des facteurs limitants de la performance de la voiture, ça va être votre train avant. Melbourne, Imola, Spa, Suzuka ou encore le Brésil font partie de ces circuits qui limitent la performance par l'avant. A l'inverse, tous les circuits avec des virages serrés où ça demande d'avoir un bon train arrière qui donne une vraie bonne traction en sortie de virage sans trop dégrader les pneus, sont des circuits qui sont rear limited, donc limités par l'arrière. Donc là, on parle des circuits comme Bakou, Bahreïn, Singapour ou encore le Canada surtout. Les ingénieurs sont assez formels, la charge aérodynamique est trop, entre guillemets, sur l'avant de la voiture. Là aussi, je vous rappelle que le fond plat ne répartit pas forcément de manière équitable la charge sur les 4 pneus. Les ailerons sont là pour finir le travail et aider à parfaire le bon équilibre aérodynamique de la voiture. Donc c'est bien de générer de l'appui, mais surtout, il faut le générer au bon endroit. Et justement, la Mercedes a du mal avec la position de la pression centrale. C'est comme le centre de gravité, mais aérodynamique si tu préfères. Là, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à mettre cette pression centrale où ils le veulent. Elle est trop devant et donc l'arrière est un peu trop léger. Donc faut mettre un gros aileron à l'arrière pour pouvoir compenser, du coup tu crées de la traînée aérodynamique. Pareil, autre problème, en fonction des gros freinages, etc., cette pression centrale va bouger d'arrière en avant, ce qui de base n'est pas un trop gros problème, mais qui le devient quand c'est trop accentué, trop violent. Déjà que c'est assez devant, alors quand ça va encore plus vers l'avant sur une phase de freinage et de rentrée en virage, c'est un peu l'enfer. Et en réaccélération, ça va pas assez sur l'arrière. On ajoute à ça la mauvaise position du pilote, dont Hamilton s'est plaint. Il a l'impression d'être littéralement assis sur les roues avant. Alors évidemment, c'est une impression, c'est une sensation qui doit être particulièrement désagréable, surtout pour un pilote de F1, puisqu'il ressent pas bien ce que fait l'arrière de sa voiture. Donc t'ajoutes tout ce qui se passe avant, c'est l'enfer. Du coup c'est très problématique parce que c'est justement en ressentant tout l'arrière de la voiture qu'on comprend comment la piloter, accessoirement. George Russell a été moins vocal sur ce problème. Est-ce que ça le dérange pour autant? Cela dépend de comment il pilote la voiture, ce qu'il a besoin de ressentir pour la comprendre. Faut dire qu'en étant habitué pendant 3 ans à rouler les poubelles qui étaient les Williams, no offense, ça forge un petit peu le caractère. La W14 a des faiblesses, oui, mais ce n'est pas une poubelle pour autant. Ça score des points, c'est à la bataille avec Ferrari et Aston Martin puisque Red Bull est loin devant,
mais en tout cas, ce n'est pas une voiture qui répond aux ambitions de l'équipe pour le coup. Ça, on est d'accord. Arrivé à Bahreïn cette année, on a vu Lewis Hamilton mettre des grands coups de gaz en sortie de virage lent pendant les essais hivernaux, dénotant probablement une certaine frustration, car oui, 2 courses plus tard, Mercedes abandonne officiellement le concept des Aeropods. Alors non, encore une fois, le concept en lui-même n'est pas mauvais, ce n'est pas l'absence de ponton qui est la cause du problème, mais la difficulté de comprendre correctement le concept de la voiture au global. Ne pas bien comprendre comment le package aérodynamique fonctionne est un véritable handicap. Je pense que j'ai pas besoin de vous la faire parce que voilà, encore une fois, ça vous limite dans la connaissance de votre propre voiture et donc de savoir jusqu'où vous pouvez aller en termes de performance. Et donc si vous apportez des améliorations, peut-être que ce seront pas les bonnes et qu'elles vont pas avoir les bons effets. C'est un problème qui est un peu similaire, j'allais dire, à un problème de corrélation. Quand on retrouve pas sur la piste les chiffres et les données qu'on a obtenus en soufflerie et en CFD, vous êtes un peu paumé, vous savez plus quoi croire, vous êtes dans la sauce, vous savez plus où donner de la tête. Là, c'est un petit peu la même chose qui se passe avec les ingés chez Mercedes. La W14 est difficile à régler, c'était déjà le cas de la W13 l'année dernière, puisqu'Hamilton se chargeait de tester tous les setups les plus immondes de la planète, au point de se faire déposer par une Haas en ligne droite à Jeddah. Bref, les ingénieurs ne savent plus où donner de la tête, ils ont tout tenté et se demandent où est-ce qu'ils ont loupé un truc sur le concept, quoi. Le moment est donc venu de ranger les Aeropods pour revenir à des pontons qui sont probablement plus traditionnels. Alors du coup, il n'y a plus le choix, mais que l'embarras, comme dirait l'autre, avec 3 équipes équipées de moteurs Mercedes et utilisant des philosophies différentes, il y a de quoi faire et de quoi piocher. Aston Martin montre la convergence, on va dire, d'une philosophie Red Bull et Ferrari. Elle fonctionne bien, elle utilise un moteur et surtout une boîte de vitesse et donc des suspensions arrière Mercedes. Ce qui est sûr, c'est que changer les pontons ne va pas suffire. Si Mercedes change les pontons, il faut changer le fond plat, pièce complexe, longue et coûteuse à produire. Il faut aussi changer le capot moteur. Il faut donc changer les suspensions avant aussi, car elles peuvent limiter le déplacement du point de pression central avec un système anti-dive. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Et ensuite, il faudra à terme changer les suspensions arrière et leur point d'ancrage sur la boîte de vitesse, sans compter les ailerons avant et arrière. Donc il y a du boulot. Explosion! Alors oui, lorsqu'on parle d'une Mercedes W14B, on peut s'attendre à ce qu'il y ait bien plus qu'un simple changement de ponton. La vraie question, c'est à quel rythme la voiture va changer cette année et à quel point elle va tester et annoncer les évolutions de la future W15 de l'année prochaine, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Mercedes travaille avec cette W14B sur la voiture de l'année prochaine. En revanche, cela paraît peu probable de voir une Mercedes recollée au Red Bull à la régulière sur tous les circuits directement. Le développement de cette nouvelle voiture a été entamé en parallèle de la W14 au cas où elle ne performerait pas. C'est donc bien un plan B, il faudra attendre de voir l'année prochaine pour vraiment voir une voiture qui exploite une nouvelle philosophie pleinement. Malheureusement non, Mercedes n'aura pas réussi à revenir devant à la régulière avec les Aeropods. Est-ce que c'est le signe que les designs vont finalement tous converger vers ce que fait Red Bull puisque c'est la voiture qui domine actuellement? J'ai pas la réponse, mais on s'en rapproche malheureusement. Il faudra attendre 2026 pour avoir des nouveaux, nouveaux pontons, quoi. C'est dommage pour Mercedes, dommage pour les Aeropods.